Mesdames, est-ce que vous pouvez vous serrer un petit peu, je les en place pour marcher. Pardon, voilà, décalez-vous. Merci. S'il vous plaît, faites-moi votre place. Voilà, voyez bien, je peux pas passer là, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Je me présente. Je suis Edmond Alexandre de l'Improvisel. Mon nom ne vous dit rien? Je suis pourtant réclamé dans toutes les cours d'Europe. Enfin, passons. Le roi François Ier en personne m'a demandé de venir divertir les festivités qu'il donnait ces jours-ci en voile. Alors me voici. Je pratique la plus belle des professions. Je suis troubadour professionnel. Je connais toutes les histoires de ce château et de ce lieu. Il y a dans ce château une personnalité dont la renommée égale presque la mienne. Je vous demande d'accueillir Sir Arthur-Henri de la Bègue. Sir Arthur-Henri de la Bègue est connu comme étant le plus grand conteur de fables de la région. Et ce soir, pour vous, il va vous en dire une. Sir Henri, à vous la parole. J'arrive, je vais vous calmer. Excusez-moi. Excusez-moi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au Château Royal d'Amboise. L'association Symphonia Productions va vous présenter son spectacle « Le secret d'Amboise », écrit et mis en scène par Pierre Neuville sur une musique originale de Richard Liégeois. Nous vous demandons de bien vouloir mettre vos téléphones en mode avion et de ne pas utiliser de flash pendant la durée du spectacle. Merci à tous et bonne soirée. Le jour tombe, la nuit vient. Elle prend possession de son royaume. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter par le calme paisible de cette belle nuit d'été. Écoutez la douce mélodie de la nature qui s'éveille. Le gibier sort de son terrier. La chouette part en chasse. La rosée perle les champs et les sous-bois. Le vent emporte les clameurs du jour et semble donner vie aux arbres centenaires du parc qui nous entoure. Un peu plus bas, la Loire coule et semble emporter vers des horizons lointains les échos du monde qui passe. Souvent le soir, je veille dans mon bureau, profitant du calme pour écrire. De la fenêtre, je contemplais le ciel aux 1000 étoiles, mais ce soir, mon cœur est lourd. Lorsque le soleil se lèvera, je soufflerai mon dernier soupir. Je sens la vie me quitter, comme une eau fraîche qui coule le long de mes doigts. Je prends la plume une dernière fois, avant que le temps ne m'emporte, mais qu'écrire au dernier soir de sa vie. J'ai mené une existence qui n'a pas de quoi défrayer les chroniques ou faire jaser les salons parisiens.
tout bien réfléchi. Un événement mérite peut-être l'encre de mes derniers mots. Une rencontre qui bouleversa mes ancêtres, m'a bouleversé et bouleversera longtemps après moi, si l'homme continue d'y prêter attention. Cette rencontre, c'est celle d'un homme et d'un château. Nous étions en 1944, j'avais 13 ans. Mon père avait le rêve fou de reprendre la propriété familiale. Une maison en ruine, dans le bourg proche de la Loire. Nous sommes arrivés par le train de midi, valise à la main. Augustin, Jean, dépêchez-vous. Il faut que nous ayons le temps d'allumer un feu avant la nuit. Mais c'est Augustin qui traîne des pieds. C'est lorsque nous allions traverser la Loire que ma vie a basculé. Lève la tête, Augustin. C'est à ce moment précis que je tombais amoureux pour la première fois. Comment avait-on pu construire une telle grâce? Comment pouvait exister une telle majesté? Un nom résonnait désormais dans mon cœur. Amboise. Mon regard parcourut en un éclair l'édifice, du plus haut de la tour Cavalière, au-dessus des arcades à l'italienne, jusqu'à la somptueuse chapelle Saint-Hubert. Le château, dans toute sa grandeur, semblait être vivant. Eh bien, Augustin, que fais-tu ici? Mais où suis-je? Qui êtes-vous? Je veille depuis les premiers hommes sur l'éperon des châteliers. Si tu l'acceptes, Augustin, je t'emmène aujourd'hui dans les couloirs du temps, à la découverte du secret d'Amboise. Mais où sommes-nous? Nous sommes au jour de ma naissance, au tout premier bourg d'Amboise, en l'an 374. Mon éperon rocheux est un refuge idéal en cas d'attaque. On y construit rapidement un petit fort qui devient l'un des lieux les plus importants de la Gaule romaine. Mais qui est cet homme à la grande allure qui vient d'arriver dans le bourg? C'est l'évêque Martin, un des hommes les plus importants de cette époque. Il évangélise la région. Il vient à Amboise pour mettre à bas la dernière idole païenne qui subsiste encore.
Alors Godéric, peux-tu m'expliquer pourquoi cette idole est toujours debout ? Mais Martin, tu vois bien que nous ne sommes que quelques moines exténués. Nous n'avons ni les moyens ni la force de mettre à bas ces tonnes de pierre. La foi soulève des montagnes. Prions et Dieu nous viendra en aide. L'Empire romain a disparu, et la Gaule est désormais sous le pouvoir des Francs, dirigés par Clovis, et des Visigoths menés par Alaric. La Loire fait office de frontière entre les deux territoires. Par ce signe de paix, je signe une alliance éternelle avec toi, Alaric. Par ce signe de paix, je signe une alliance éternelle avec toi, Clovis. En l'an 504, Clovis et Alaric signent la paix et l'unité du royaume, ici même, sur l'île Saint-Jean. Elle ne durera malheureusement pas, car Clovis voulait faire de la Gaule entière le royaume des Francs. T'as entendu? Oui, Augustin, j'ai entendu comme toi. Nous sommes en l'an 804, et les Normands nous attaquent. Par 3 fois, je suis brûlé. L'évêque de Tours, qui est chargé de ma défense, ne peut rien face à la barbarie de ces peuples venus du nord. Il décide alors de confier la défense du château à la famille d'Anjou, et la défense du bourg à la famille de Buzancais. Le roi Louis II me dote de fortifications nouvelles qui permettront de tenir des années, jusqu'à ce qu'une nouvelle guerre vienne secouer le royaume de France, la guerre de 100 ans. Amboise est l'une des dernières cités du royaume à résister face aux Anglais. Mais dans le bourg, la vie tente de se frayer un chemin. Mais d'où vient ce tissu si soyeux? Il est magnifique. Depuis qu'Orléans et Reims ont été libérés, nous pouvons faire venir de Champagne des pièces des meilleurs artisans du royaume. Sait-on à qui notre seigneur Louis a décidé d'accorder la main de sa fille? On parle du fils du duc de Bretagne.
Mais la Trémoille espère toujours la marier à son jeune fils. La rumeur court que notre seigneur Louis complote à nouveau de l'assassiner, lui et le roi. Le voici qui s'en va avec ses hommes vers Tours. On dit que le roi s'y trouve. Puisse Dieu pardonner à notre bon seigneur ses péchés. L'avenir est désormais incertain. Que Dieu ait pitié de nous. Louis d'Amboise tenta d'assassiner le roi, mais celui-ci fut mis au courant et la tentative échoua. Il fut emprisonné à vie et ses terres lui furent confisquées. Amboise devint alors terre royale. Les rois s'installent dans le Val-de-Loire et décident de faire de moi une forteresse digne de ce nom. Je deviens le château le mieux protégé du royaume, si bien protégé qu'ils y font élever leurs enfants. Durant le règne de Charles VIII et celui de son successeur, Louis XII, le château triple de taille, on construit la chapelle Saint-Hubert et 2 cours bordées de logis. Chaque roi y ajoute sa pierre. Léonard, vous vous installerez ici, à Amboise. Je mets à votre disposition le manoir du Clou. Merci, votre majesté. Je vais y travailler mes projets. Venez me visiter. Je vous montrerai mes travaux et mes tableaux. On m'a vanté les mérites de votre Mona Lisa. J'aurais un service à vous demander, Léonard. Ce que vous voudrez, votre majesté. Un mariage va avoir lieu. Organisez-moi une fête comme celle que vous organisiez jadis à Milan. Ici, à Amboise. Les rumeurs disent qu'on y voyait comme en plein jour. Les rumeurs sont souvent exagérées. Eh bien, organisez-nous une fête qui marque à jamais l'histoire du royaume. Rien ne me ferait plus plaisir, votre majesté. Que le ciel s'illumine, que la danse enivre les cœurs et que la fête commence. Mais la fête ne dura pas. Quelques mois après, Léonard mourut au manoir du Clou. En Allemagne, un moine augustin vient de publier ses 95 thèses. Le protestantisme est né. Faites le moins de blessés possible. Le but est de pouvoir parler au roi. Faites-moi confiance. Si le plan fonctionne, nous aurons l'effet de la surprise et ils n'auront d'autre choix que d'écouter nos revendications. Louis de Condé et Godefroy de la Renaudie, tous 2 protestants, veulent forcer les portes d'Amboise qui leur sont fermées pour parler au roi. Mais ils vont se faire trahir. L'armée royale est prévenue. Le duc de Guise fait croire au roi qu'il s'agit d'une tentative d'assassinat. Les 2 armées se rencontrent dans les bois de Touraine, près de Château-Renaud. C'est un massacre.
Pourquoi? Tant de rancœur et de massacres. Regarde, Augustin, tous ces cadavres. Ils agirent en ennemis sur cette terre. Ils sont désormais frères dans la mort. Renaudie est tué au cours du combat. Pensant éteindre la flamme protestante, le roi fait décapiter les survivants. Ils seront près d'1 millier à être massacrés. Ils ont décapité la France. Fils, tu vengeras ces chefs pleins d'honneur. Le jeune Agrippa d'Aubigné gravera à jamais ces paroles dans son cœur. Des gouttes de sang versées à Amboise, des rivières en découleront par toute l'Europe. La reine Catherine de Médicis fera renforcer les défenses du château et signer la paix d'Amboise, qui ne devait pas durer. Il faudra 40 ans avant qu'un roi protestant converti au catholicisme vienne lier les deux Frances et rétablir la paix dans le royaume. Viens, Augustin, notre voyage n'est pas terminé. Qui est ce pauvre homme? C'est Fouquet, ancien surintendant des finances de Louis XIV, qui vient d'être emprisonné au château par le célèbre D'Artagnan. Depuis les guerres de religion, les rois préfèrent les bois de Saint-Germain-en-Laye aux forêts du Val-de-Loire. Le château devient rapidement une prison pour les détenus d'exception. Il est nationalisé à la Révolution française et donné à Roger Ducos. Cette partie-là est complètement désuète. Et la collégiale, pareil. On trouvera bien quelque chose à faire avec ces pierres. Mais c'est le lieu de sépulture de Vinci. Il s'en remettra. L'urgence est de pouvoir restaurer le logis principal. Une partie du château laissée à l'abandon est même démolie. On détruit la belle collégiale Saint-Florentin et les corps de logis qui tombent en ruine. Il ne restera que les tours cavalières et le logis de Charles VIII. Le château est confié par héritage à Louis-Philippe d'Orléans, futur roi des Français. Le Val-de-Loire retrouve un peu de son éclat. Avec l'arrivée du chemin de fer, Amboise et le Val-de-Loire sont des acteurs de premier plan. Pour permettre le passage des marchandises, on construit des ponts sur la Loire qui rivalisent d'ingéniosité architecturale.
L'émir Abdelkader, alors prisonnier à Amboise, ira voir cette machine impressionnante prendre place dans le paysage. Mais que fait un émir algérien au château d'Amboise? La France lui avait promis l'exil en Orient après sa défaite en Algérie, mais elle préféra la détention ici, sous surveillance. Il fallut attendre 4 ans avant que Louis-Napoléon Bonaparte, président et futur Napoléon III, ne tienne la promesse et libère l'éminent émir. Si vous me promettez de ne plus émettre de troubles, nous vous libérerons sans délai. Vous avez ma promesse. Je remercie les habitants d'Amboise qui ont été généreux avec ma famille. Je les garde à jamais dans mon cœur. Et il tenut sa promesse. L'émir se distingua 8 ans plus tard lorsqu'il sauva des centaines de chrétiens au cours d'une émeute. Il reçut alors l'ordre de la Légion d'honneur et même des pistolets de la part du président Lincoln. À Amboise, on lui rend hommage encore aujourd'hui et son nom est dans toutes les mémoires. Le château continua sa course dans le temps jusqu'en 1940 où les Allemands envahirent le pays. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Augustin, tu es là. Tu as failli rater la fête. Jean! Mais où étais-tu donc tout ce temps? J'ai fait le tour du château. Mais que se passe-t-il? Les Allemands sont partis. La guerre est finie. C'est la libération. Mes amis, levons nos verres aux 15 soldats des colonies morts pour défendre le bourg. Regardez le château qui a été touché par les bombardements alliés. Que cette journée soit sous le signe du renouveau. Amboise est toujours debout et elle restera debout jusqu'à la fin des temps. C'est ici que s'arrête mon voyage. Je termine ici ces quelques mots.
Je ne saurais dire si mon voyage était un rêve ou la réalité. Mais je vois aujourd'hui qu'il m'aide à garder la tête haute jusqu'au dernier instant. Tu le sais, Augustin, que cela n'était pas un rêve. Je t'avais promis un voyage dont la fin te ferait découvrir mon secret. Eh bien, le voici. Je suis la mémoire d'Amboise. Je repose dans le cœur de chacun d'entre vous. Les hommes passent, mais je reste. Je suis gravé dans la pierre et les livres. Mais, surtout, je ne suis que par le souvenir qui me donne la vie. Vous avez voyagé dans le temps, à la découverte des pierres qui composent les murs de ma mémoire. Vous êtes désormais l'une de ces pierres auxquelles l'histoire donne vie. Ce que vous avez vu ce soir ne doit pas rester lettre morte. Portez-le au monde pour que ce lieu dont le nom résonne à travers les âges puisse rester encore longtemps la merveille du Val-de-Loire. Le long du Coteau-Courbe et des nobles vallées, les châteaux sont semés comme des reposoirs. Et dans la majesté des matins et des soirs, la Loire et ses vassaux s'en vont par ses allées. 120 châteaux lui font une suite courtoise, plus nombreux, plus nerveux, plus fins que des palais. Ils en ont Valençay, Saint-Aignan et Langeais, Chenonceau et Chambord, Azay, le Lude, Amboise.